À l'ordre, s'il vous plaît. Nous allons reprendre nos travaux. Évidemment, je souhaite la bienvenue au deuxième groupe ce soir, l'Institut national de santé publique du Québec. Je demande de bien vouloir vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent. Vous avez disposé de 10 minutes pour votre exposé et après, il y a des échanges avec la partie gouvernementale et les oppositions. Alors, messieurs, madame, la parole est à vous. Merci. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, membres de la Commission, je suis Nicole Damestois, présidente directrice générale de l'Institut national de santé publique du Québec. Et ce soir, je suis accompagnée de mes collègues, les docteurs Pierre Maurice et Michel Lavoie, tous deux médecins spécialistes en médecine préventive et en santé publique. Ils ont participé à l'élaboration du mémoire que nous avons déposé dans le cadre de ces consultations particulières sur le projet de loi 165. Et après cette brève allocution, ils pourront répondre à vos questions. Donc, l'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en santé publique qui a le mandat de soutenir la prise de décision par le partage des informations scientifiques les plus à jour dans ce domaine afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population. Au cours des dernières années, l'Institut a réalisé de nombreux travaux dans le domaine de la sécurité routière, par exemple sur la vitesse, l'alcool au volant, le cellulaire au volant ou encore les dispositifs de retenue pour enfants. L'Institut a participé activement aux travaux de la Table québécoise en sécurité routière depuis sa création en 2005. L'Institut salue l'intention du gouvernement d'améliorer le Code de sécurité routière et est généralement en accord avec les changements proposés dans le projet de loi, notamment celui qui introduit le principe de prudence. L'Institut tient toutefois à faire remarquer que le Code de sécurité routière régit les comportements sur la route. Or, pour améliorer significativement le bilan routier au Québec, il faudra agir sur un ensemble d'éléments en plus des comportements. Nous pensons ici notamment au réaménagement plus sécuritaire des infrastructures routières, cyclables ou piétonnières et à une diminution globale de notre dépendance à l'automobile. Ces éléments feront sans doute l'objet d'objectifs clés dans une future et prochaine politique de mobilité durable. Revenons à l'objet de notre discussion de ce soir, soit les propositions qui visent spécifiquement le Code de sécurité routière. Donc, le mémoire qui vous est déposé aujourd'hui propose une analyse détaillée de plusieurs articles, ceux qui sont les plus en lien avec les travaux qui ont été faits par l'Institut dans le domaine de la sécurité routière. Globalement, les changements proposés sont conformes aux connaissances scientifiques les plus à jour, mais nous formulons des bonifications pour améliorer l'application ou l'efficacité des mesures. Dans cette allocution, nous insisterons particulièrement sur 5 enjeux. Premièrement, la vitesse dans les zones scolaires. La vitesse est un facteur de risque important de blessures, en particulier chez les piétons et les cyclistes, et ce risque augmente de façon exponentielle à partir d'une vitesse de 30 km/h. L'article 143 du projet de loi propose de doubler le montant des amendes prévues pour excès de vitesse en zone scolaire. La littérature scientifique suggère que l'augmentation des amendes peut contribuer à réduire la vitesse aux abords des écoles, mais les mesures les plus efficaces demeurent néanmoins celles qui forcent le conducteur à respecter la limite de vitesse permise par des mesures d'apaisement de la circulation et une surveillance policière suffisante. C'est pourquoi l'Institut national de santé publique appuie l'article 143, mais recommande par ailleurs de soutenir les municipalités pour qu'elles fixent une limite de vitesse permise à 30 km/h en zone scolaire partout où c'est envisageable et que les municipalités soient soutenues afin que l'ensemble des mesures pour faire respecter ces limites de vitesse puissent être appliquées. Deuxièmement, concernant les cinémomètres et les caméras de surveillance. Si la mise en œuvre des cinémomètres et des caméras de surveillance a soulevé des enjeux juridiques ces dernières années au Québec, l'efficacité de ces deux types de dispositifs n'est plus contestée. Leur effet préventif a été démontré au Québec et dans plusieurs pays, dont la France, où une baisse importante des décès routiers a été observée suite au déploiement massif de ces dispositifs. C'est pourquoi l'Institut recommande de déployer plus largement ces deux types d'appareils au Québec, une fois que la photo de l'infraction sera reconnue comme une preuve. Troisièmement, à propos de l'alcool au volant. L'alcool au volant est un important facteur de risque de décès et de blessures graves. Pour améliorer le bilan routier en lien avec la conduite avec faculté affaiblie par l'alcool, 2 mesures nous semblent importantes. La première, accroître l'usage de l'antidémarreur éthylométrique. La deuxième, abaisser l'alcoolémie maximale permise pour la conduite d'un véhicule. Donc d'abord, à propos de l'antidémarreur éthylométrique, l'article 18 du projet de loi prévoit d'imposer l'antidémarreur à vie à tout récidiviste, c'est-à-dire à toute personne ayant fait l'objet de 2 déclarations ou plus de culpabilité en matière de conduite avec facultés affaiblies. Or,
la recension des écrits scientifiques montre que la participation à un programme d'antidémarreur est efficace pour prévenir la récidive de conduite avec faculté affaiblie, tant chez les contrevenants dont c'est la première infraction que chez les récidivistes de l'alcool au volant. C'est pourquoi l'Institut appuie l'article 18, mais recommande d'étendre l'utilisation de l'antidémarreur à tous les premiers contrevenants et non seulement à ceux ayant une alcoolémie de 160 mg par 100 ml et plus, tel que le prévoit présentement le Code de sécurité routière. Ainsi, un premier contrevenant qui désirerait continuer à conduire se verrait offrir une évaluation du risque de récidive à l'aide des meilleurs outils disponibles et l'antidémarreur éthylométrique pourrait être imposé advenant que les résultats de cette évaluation démontrent un risque de récidive. À propos de l'abaissement de l'alcoolémie, on parle ici de passer du 0,08 au 0,05. Le projet de loi 165 ne propose pas d'abaisser la limite d'alcool permise dans le sang pour la conduite d'un véhicule automobile. Les écrits scientifiques montrent clairement pourtant que le risque qu'un conducteur soit impliqué dans une collision mortelle augmente à partir d'une alcoolémie aussi basse que 20 mg par 100 ml. Aussi, il s'avère que l'abaissement de la limite permise pour conduire un véhicule de 80 à 50 mg par 100 ml, soit du 0,08 au 0,05, est associé avec une diminution significative de conducteurs décédés pour tous les niveaux d'alcoolémie, ce qui suggère que l'ensemble des automobilistes changent leur habitude de consommation et de conduite. C'est pourquoi, à l'instar de ce qui prévaut dans toutes les autres provinces canadiennes, l'Institut recommande d'ajouter au projet de loi une disposition qui abaisserait à 50 mg par 100 ml l'alcoolémie maximale permise pour conduire un véhicule automobile et de prévoir des sanctions administratives pour les contrevenants ayant une alcoolémie se situant entre 50 et 80 mg par 100 ml. Quatrièmement, à propos du cellulaire au volant. La distraction au volant compte parmi les premières causes de collisions mortelles au Québec. La littérature scientifique montre que l'usage du cellulaire au volant augmente le risque de collision et de blessure, et ce, peu importe le type d'appareil utilisé, qu'il soit en main libre ou tenu à la main. Dans ce contexte, la mesure proposée d'étendre l'interdiction de tenir en main un téléphone en conduisant à tout type d'appareil électronique portatif doit être encouragée. Pour favoriser un impact plus grand de l'article 112, nous recommandons 2 éléments. D'une part, que les activités de renforcement menées par les policiers soient suffisantes pour entraîner chez les conducteurs une perception élevée du risque d'être arrêté en cas d'infraction. D'autre part, que les stratégies de communication, les campagnes, indiquent clairement que l'utilisation de ces appareils en conduisant est un comportement à éviter, indépendamment du type d'appareil utilisé. Finalement, concernant le siège d'appoint, plusieurs études cliniques portant sur les cas d'enfants blessés lors d'une collision rapportent que la ceinture de sécurité peut être une cause de blessures graves chez les enfants, incluant ceux âgés de 9 ans ou plus, en raison d'un mauvais ajustement du baudrier au niveau de l'épaule ou de la ceinture abdominale au niveau des hanches. Un enfant doit mesurer au moins 145 cm en position debout pour pouvoir être installé correctement avec une ceinture de sécurité utilisée seule. D'ailleurs, plusieurs organismes, dont l'Association canadienne de pédiatrie, recommandent d'utiliser un siège d'appoint tant que l'enfant n'est pas assez grand pour être installé correctement avec une ceinture de sécurité, et cela se produit habituellement entre l'âge de 8 ans et de 12 ans. C'est pourquoi l'Institut national de santé publique recommande de modifier l'article 96 du projet de loi en éliminant le critère de l'âge pour ne retenir que celui de la taille. Et si le critère d'âge doit être retenu, il serait bon de considérer une limite d'âge supérieure à 9 ans. Plus cette limite d'âge se rapprochera de 12 ans, plus grand sera le nombre d'enfants qui seront adéquatement protégés. En conclusion, l'Institut national appuie les changements proposés dans le projet de loi numéro 165, loi modifiant le Code de la sécurité routière, car les données scientifiques viennent appuyer les mesures que nous avons analysées. Je vous remercie de cette opportunité qui nous est offerte de venir vous présenter ces données. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder au bloc d'échange avec la partie gouvernementale. Le ministre a des questions ou des commentaires, j'en suis certain. La parole est à vous. Vous avez lu dans mes pensées, Monsieur le Président. J'ai effectivement quelques questions, quelques commentaires. D'abord, commentaire d'ordre général pour remercier les gens de l'Institut pour leur présentation très recherchée. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites de mieux. Alors, je vous félicite je vous remercie d'avoir pris le temps de le faire et de nous éclairer de vos recommandations aujourd'hui. Je vais commencer avec quelque chose pour lequel vous semblez en accord généralement complet.
l'accès graduel à la conduite. Ce que je comprends de votre mémoire, c'est effectivement, vous êtes d'accord avec nos propositions dans le sens où les jeunes sont surreprésentés dans le bilan routier, particulièrement les jeunes de moins de 25 ans par rapport aux collisions mortelles. Vous semblez dire qu'on s'inspire d'un peu de ce qui a été fait, de tous les meilleurs éléments là, qui sont utilisés dans d'autres juridictions, entre autres l'Ontario, la Colombie-Britannique et ailleurs. Donc, pour vous, parce qu'il y a des groupes qui nous ont dit, ben non, ça ne devrait pas être les premiers 6 mois, par exemple, où le nombre de passagers serait limité, ça devrait être 12 mois. Donc, pour vous, les mesures qui sont présentées en ce moment contribueront à réduire le bilan routier. C'est bien le cas? Dr. Lavoie. Oui. En fait, ces deux mesures-là, donc la mesure qui vise à imposer un couvre-feu puis à limiter le nombre de passagers, ben, ça représente des facteurs de risque chez les jeunes conducteurs. Quand on regarde les facteurs de risque chez les jeunes conducteurs, bien, ces deux facteurs-là sont présents. Et puis, quand on regarde l'efficacité des programmes d'accès graduel à la conduite, ceux qui sont efficaces comportent notamment des mesures là, qui visent à réduire le nombre de passagers pendant les périodes, surtout pendant la nuit, et puis aussi à imposer un couvre-feu. Donc, en tout cas, en regardant la littérature, en incluant ces deux mesures-là dans un programme d'accès graduel, on s'assure d'avoir tous les éléments reconnus efficaces là, pour ce genre de programme-là. Puis actuellement, bien, le Québec, on n'a pas ces deux mesures-là, et puis le fait de les adopter permettrait de compléter le programme d'accès graduel. Très bien. Merci. Le cellulaire au volant. Et là, je dis au volant, mais en fait, la partie à laquelle je veux m'attarder, c'est la question des cyclistes. Vous dites dans votre mémoire, la performance des cyclistes serait aussi négativement affectée par l'emploi du cellulaire. Vous citez des études là, qui montrent que le risque est augmenté, le risque de comportement dangereux est augmenté par rapport à l'utilisation du cellulaire. Certains groupes sont venus nous parler en disant « Ouais, mais OK, ce serait une oreillette, disons, une seule de mes oreilles serait couverte pendant que je parle au téléphone en utilisant le vélo. J'entendrais quand même ce qui se passe autour de moi à travers oreille numéro 2. Mais ce que vous dites, vous, c'est que dès qu'on parle au téléphone en utilisant un vélo, c'est une mesure qui est distrayante, qui peut porter à risque. Et avez-vous, et là, sans avoir, je sais que vous les citez, là, mais sans qu'on les ait devant nous, avez-vous certains des chiffres qui sont associés aux études que vous mentionnez? Bon, ça, on a déjà présenté un mémoire là-dessus sur le téléphone cellulaire volant antérieurement, puis on recommandait d'interdire le téléphone cellulaire main libre, justement parce que ce soit un main libre ou un téléphone tenu en main, c'est à peu près le même risque. Puis on parle d'un risque qui est de l'ordre de 4. Ce qui veut dire que quand on est au téléphone, par rapport à quelqu'un qui conduit sans parler au téléphone, il y a comme 4 fois plus de risque d'être impliqué dans une collision mortelle ou avec blessés graves que si on ne parlait pas au téléphone. Pour nous, un risque de 4, c'est énorme, et puis ça justifie qu'on puisse envisager de l'interdire. Sauf qu'il y a des problèmes d'applicabilité, on est conscient, pour ce qui est du téléphone main libre qui se pose. Alors, c'est sûr que pour nous, la question de la bicyclette, puis d'avoir une oreillette, bien, on ne voit pas comment ça pourrait être vu comme une mesure qui va améliorer la sécurité des cyclistes, puisque parler au téléphone, que ce soit en auto ou à bicyclette, ça va quand même vous distraire et puis ça va quand même solliciter vos facultés cognitives et puis entraîner des risques d'être impliqué, des risques plus grands d'être impliqué dans un accident. OK, merci beaucoup. 2 questions sur ce qu'on a entendu un petit peu plus tôt. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je vais y revenir, je vais vous l'expliquer. Ce matin, on avait Duc Alcool avec nous, M. Sassi, qui a toujours travaillé pour la sécurité routière à travers des mesures bien spécifiques. Il nous a parlé de l'antidémarreur puis l'enjeu par rapport aux gens qui peut-être n'auront pas les moyens de l'installer et qui vont finir par dire, ben moi, j'ai pas de véhicule, donc j'ai pas besoin de l'installer. Puis ils vont dire, ben je vais prendre le véhicule du voisin, le véhicule de mon ami, puis ça va être... donc, on finira pas par avoir une mesure qui va réellement avoir une incidence sur la réduction de l'alcool au volant. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu comme étant un phénomène réel par lequel les gens finissent par utiliser le véhicule de quelqu'un d'autre, puis la mesure n'est pas aussi bénéfique qu'elle devrait l'être? C'est effectivement connu.
que les gens qui se voient interdire de conduire ou qui se font retirer le permis, une bonne proportion de ces gens-là vont conduire quand même. Mais ce qui est quand même démontré dans la littérature scientifique, c'est que le fait de participer à un programme antidémarreur éthylométrique, ça améliore réellement la sécurité des usagers. Puis quand vous comparez le bilan routier chez les gens qui utilisent l'antidémarreur versus ceux qui ne l'utilisent pas, donc qui conduisent illégalement, bien, le bilan est meilleur pour les gens qui participent au programme antidémarreur. C'est la raison pour laquelle on préconise l'utilisation plus grande de l'antidémarreur éthylométrique. Et puis, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que dans ces études-là, on fait la démonstration assez claire que c'est la présence de l'antidémarreur dans le véhicule qui est efficace. À partir du moment où on retire l'antidémarreur du véhicule, le risque redevient pratiquement comme il était avant l'installation de l'antidémarreur. Très bien. Je pense que je le comprends bien. Vous avez mis de l'avant des recommandations par rapport à l'utilisation des sièges d'appoint. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle tantôt, on a parlé des sièges d'appoint pour des sidecars, essentiellement des mesures pour les motocyclettes. Et ce que les gens qui étaient à votre place précédemment nous ont dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études par rapport à la sécurité des enfants dans les sidecars, donc on ne devrait pas l'interdire à moins d'avoir un siège d'appoint où on devrait former un groupe pour vérifier exactement ce qu'il y en est. Mais essentiellement, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il n'y a rien qui nous prouve que c'est dangereux d'être dans un sidecar pour les enfants en bas âge. Est-ce que vous avez déjà vu une étude par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà vu des chiffres par rapport à ça? Ou c'est... Moi, j'y vois du gros bon sens. Bien honnêtement, ça me semble pas plus approprié d'être dans un sidecar que celui d'être dans le siège arrière de mon véhicule. Mais je vous pose la question de savoir si vous avez des données là-dessus. Très honnêtement, là, on n'a jamais regardé cette problématique-là. Là. Donc, mon opinion vaut la vôtre, puis à vous... Et quelle est-elle? Juste par plaisir? Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vraiment une opinion très arrêtée. J'ai pas réfléchi beaucoup sur la question. Bien, en fait, là, le siège d'appoint, toutes les études qu'on a lues s'appliquent là, à son utilisation dans une automobile. Mm-hmm. Et puis, sa fonction, c'est de s'assurer que l'enfant est installé correctement là, pendant toute la durée du voyage. Et puis donc, le siège d'appoint permet de rehausser l'enfant qui n'est pas assez grand pour utiliser une ceinture de sécurité seule correctement. Alors donc, en l'assoyant sur le siège, bien, il peut appuyer son dos et puis en même temps que d'avoir les genoux pliés au bout du siège d'appoint. Puis là, donc, on peut installer correctement la ceinture de sécurité. Mais j'ai jamais vu d'études du même type là, pour des sidecars, là. OK, ça va. Je ne suis pas surpris de la réponse parce que c'est probablement pas quelque chose qui est très répandu, mais quand même, je me posais la question. Et si vous avez entendu cette remarque-là du groupe précédent, vous avez probablement entendu leur remarque par rapport à la possibilité de dépasser des voitures entre deux rangées de véhicules, dans le fond. Puisqu'il y a de nombreux pays qui semblent avoir adopté la recommandation du groupe qui était ici précédemment. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose à ce niveau-là? Moi, j'ai de la misère, je vous le dis bien honnêtement, après avoir entendu le dernier groupe, j'ai de la misère à croire que la sécurité est améliorée malgré toutes les explications qu'on a pu nous donner là, en permettant aux motocyclettes de passer entre deux rangées de véhicules. Bien, moi, je pense que si c'était une mesure qui était adoptée, ce serait une mesure pour améliorer la fluidité, mais non pas pour améliorer la sécurité. Je ne vois d'aucune façon que comment en permettant aux motocyclistes de circuler entre les voitures, comment ça peut améliorer la sécurité routière. Ça va améliorer la fluidité, c'est sûr, mais je ne vois pas ça du tout comme une mesure qui va être susceptible d'améliorer le bilan routier. Puis c'est difficile. Bon, j'arrive justement d'un voyage en France, là, puis j'ai conduit, et puis en France, là, il y a un monsieur qui me demandait à quels endroits que c'est permis. En France, il y a des projets pilotes dans 4 régions, Paris, Marseille, Bordeaux, et puis
En tout cas, Lyon, peu importe. Et puis, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui dépassent, puis ils ne dépassent pas uniquement lorsque la vitesse réelle pratiquée est à 5 km dans les bouchons. Ils dépassent même lorsque la vitesse est à 20, 30 et même 40 km/h. Là. Donc, entre ce qu'on souhaite via une réglementation puis la pratique réelle dans la vraie vie, là, il peut y avoir des écarts assez considérables. En tout cas, définitivement, c'est difficile de voir ça comme une mesure de sécurité routière. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie de vos commentaires. Pour moi, ça va, M. le Président. Je ne sais pas si peut-être certains de nos députés ont des questions. Alors, ceci met fin au bloc d'échange. Allons procéder au bloc d'échange avec l'opposition officielle. Monsieur le député de Berthier. Rebonsoir, M. le Président. Rebonsoir. Merci. Oui, bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Pendant que nous sommes sur le siège d'appoint, parce qu'on en discute, on n'est peut-être pas assis dessus, à la page 19 de votre mémoire, vous dites que, dans le fond, la grandeur, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça, là, je suis prudent, vous me direz si je me trompe, mais vous semblez dire que la grandeur serait le critère. Vous préconisez cela, et en spécifiant que l'âge pourrait être supérieur à 9, mais vous ne dites pas jusqu'à quel âge. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question un peu plus à fond, si on peut dire ça comme ça? Oui. Donc, la sécurité des jeunes dans une automobile, en tout cas, est plus liée à... Bon, le jeune doit être installé dans le bon dispositif. Et puis, le siège d'appoint, c'est plus une question de taille qu'une question d'âge. Le siège d'appoint, comme je l'ai dit tantôt, permet d'installer l'enfant correctement dans l'automobile lorsqu'il est trop petit pour être installé correctement avec une ceinture de sécurité. Donc, ce qu'on sait, c'est que pour être installé correctement avec une ceinture de sécurité utilisée seule, il faut mesurer au moins 145 cm en position debout. Alors donc, et puis ce qu'on sait, c'est que cette taille-là arrive habituellement ou est atteinte habituellement entre l'âge de 8 ans et 13 ans. Donc, 8 ans pour les enfants qui grandissent rapidement et 13 ans pour les enfants qui grandissent, qui sont plus petits là, que les autres. Mais donc, c'est pour ça que notre première recommandation, c'était d'éliminer le critère de l'âge pour ne conserver que celui de la taille, parce que c'est sur ce critère-là qu'on doit se baser, mettons, pour s'assurer que l'enfant est assez grand pour utiliser une ceinture de sécurité utilisée seule. D'ailleurs, comme on l'a dit tantôt, il y a plusieurs organismes, dont l'Association canadienne de pédiatrie, qui recommandent d'utiliser le siège d'appoint jusqu'au temps que l'enfant soit assez grand pour utiliser la ceinture de sécurité, ce qui se produit entre l'âge de 8 et 12 ans. OK. Ah bon. Donc, on a quand même 12 ans, là, en termes de... On comprend que vous ne préconisez pas jusqu'à 13, 14 ans. Bien, en fait, ça peut aller jusqu'à 13 ans. Ça pourrait aller jusqu'à 13 OK. ans. Ouais. OK. Le temps file rapidement. On a eu tantôt un groupe qui nous parlait... Il y a comme une échelle en termes de vulnérabilité. Hein? Vous avez le piéton, le cycliste, et après ça, on tombe au véhicule motorisé. Et les gens des motos, tantôt, nous disaient, excusez-moi de les appeler comme ça, là, mais les gens qui représentaient l'organisme des motos, nous disaient qu'il faudrait peut-être, en tout cas, je l'interprète comme ça encore une fois, il faudrait peut-être qu'eux aussi soient classés dans l'échelle comme étant vulnérables, si on veut. Parce qu'à tout le monde, on est plus vulnérable sur une moto que dans une auto. Qu'en pensez-vous? Bien, nous, en fait, on pense que ce qui est important dans le principe de prudence, c'est de faire valoir le fait que le plus gros doit se préoccuper des plus petits. Donc, dans ce sens-là, dans l'échelle de vulnérabilité, les camions doivent se préoccuper des voitures. Les voitures doivent être plus prudents face aux motocyclistes et aux cyclistes puis aux piétons, et ainsi de suite, là. Donc, la cascade se déroule. Donc, moi, on n'a pas d'objection à ce que les motocyclistes soient inclus dans la cascade, là. C'est bon. Ça va, monsieur le député? Oui, donnez-moi 30 secondes, Oui. monsieur. Je veux juste... Prenez votre temps. que je n'oublie rien. Oui, voilà. Page 12.
de votre mémoire. Vous dites « Toute personne arrêtée pour une première infraction de conduite avec les facultés affaiblies fasse l'objet d'une évaluation du risque de récidive à l'aide des meilleurs outils disponibles. » C'est déjà le cas, ça. Qu'est-ce que les outils, les meilleurs outils disponibles? Il y a des outils qui sont actuellement utilisés pour évaluer le risque le risque qu'une personne ne soit pas capable de dissocier la conduite d'un véhicule et la consommation d'alcool. Donc, ces outils-là existent. La raison pour laquelle on a utilisé la formulation des meilleurs outils disponibles, c'est parce que les choses évoluent. Hein. On sait très bien que les choses vont évoluer. Puis il est fort possible que dans un avenir pas trop lointain, il y ait d'autres outils qui soient rendus, qui soient encore plus performants, etc., pour avoir une bonne appréciation du risque. Donc, quelqu'un qui perd son permis devrait démontrer par des examens approfondis d'une personne qualifiée qui n'est pas à risque de récidive, il pourrait avoir son permis. C'est ce que je dois comprendre? Ça veut dire, actuellement, c'est déjà prévu dans le Code de la sécurité routière que pour une première offense, il se voit, si le taux, si l'alcoolémie est à 160 et plus lors de la première offense, ce qui est quand même pas mal, qu'il souhaite qu'on lui propose, qu'on lui impose s'il veut continuer à conduire. S'il ne veut pas continuer à conduire, c'est pas pareil, mais s'il veut continuer à conduire, qu'on lui propose une évaluation du risque, et puis que cette évaluation, et puis que sa possibilité de retrouver son permis de conduire soit assujettie à cette évaluation de risque. Nous, ce qu'on dit dans notre mémoire, c'est qu'on ne devrait pas limiter cette option-là uniquement pour ceux qui ont 160 et plus. C'est-à-dire qu'on devrait le faire systématiquement pour toute personne qui est arrêtée pour une première offense avec 80 mg et plus. Je vous remercie infiniment, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à un dernier bloc d'échange avec le deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Deux-Montagnes, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci pour votre présence ce soir. Je regardais votre mémoire et j'écoutais les échanges. Et c'est drôlement intéressant dans ce sujet comme celui-ci d'être appuyé par des études scientifiques. Et vos propos sont toujours appuyés sur de pareilles études et ça fait la différence parce que c'est un gros défi pour nous avec l'étude de ce projet de loi-là. Vous avez entendu au précédent au niveau des motocyclistes. On a eu également des groupes de vélos qui ne s'entendaient pas entre eux au niveau des mesures à retenir, sans compter plusieurs autres groupes d'intérêt. Donc, c'est précieux de pouvoir se reposer sur des études scientifiques. Et je vous entendais parler notamment de la distraction occasionnée par le cellulaire au volant. C'est un gros défi de société. Les statistiques sont effarantes. On voit que dans les accidents causés, plusieurs leçons suite à une distraction de pareil type. C'est encore plus vrai chez les plus jeunes conducteurs. On a d'ailleurs tenu la session dernière, en fait l'année dernière, un mandat d'initiative qu'on appelle spécifiquement sur la question du cellulaire au volant. Reste à maintenant trouver la bonne approche pour tenter de corriger la situation. Oui, certainement au niveau des amendes, certains groupes nous ont encouragés aussi à hausser la pénalité à travers les points de démérite. À ce sujet-là, bien précis, est-ce que c'est une combinaison des deux qui vous semble préférable? On disait tout à l'heure, on réagit souvent avec le risque de se faire prendre, mais en dépit de ce risque-là, est-ce qu'une formule qui semble plus efficace par rapport à l'autre, soit les points, soit l'amende? En général, la perception du risque de se faire prendre, comme vous le dites, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour le cellulaire, que ce soit pour la vitesse, c'est une mesure qui est efficace. Parce que non seulement c'est efficace chez les gens qui se font prendre, c'est visible quand c'est une activité spéciale, c'est visible pour tous les autres conducteurs qui passent par le même endroit. Puis à force, quand on fait beaucoup de ces activités, la perception du risque est élevée et ça change ce qu'on appelle la norme sociale. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, se disent « j'ai trop de chances de me faire arrêter. Si jamais je me fais arrêter, j'aime autant ne pas le faire. » Ça a été démontré efficace dans plusieurs différentes dimensions de sécurité routière, incluant celle du cellulaire.
Donc, c'est pour ça que dans le mémoire, on parle à la fois de ce risque de se faire arrêter, perception grande d'un risque, et il y a aussi des notions par rapport à des campagnes de publicité qui vont faire en sorte que plus on va en parler, plus ça va devenir évident. Les gens vont y penser à 2 fois. Donc, c'est pas simplement, c'est une combinaison de différents facteurs qui vont probablement avoir un impact à long terme. Que le cellulaire au volant augmentait par 4 le risque d'incident. Est-ce que vous savez si la simple et que même avec un appareil de type main libre, le risque est augmenté sensiblement? Est-ce que des études qui démontrent à quel point l'environnement immédiat, c'est-à-dire le simple fait d'échanger avec notre voisin ou notre voisine de siège, peut aussi accentuer le risque, ou c'est réellement parce que la conversation elle est plus abstraite, notre interlocuteur n'étant pas à nos côtés? Quel est le facteur aggravant, en quelque sorte, lors d'un échange? C'est entre parler à un passager à côté de soi et puis de parler à quelqu'un qui n'est pas dans le véhicule, dans l'habitacle. Puis à la limite, je vous dirais que quand on parle avec un passager qui est à côté de nous, il voit exactement sur la route ce que vous voyez. Alors, il peut même, à la limite, vous aider et puis même vous signaler un danger qui arrive subitement, etc. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose, alors que le téléphone, quand on parle à un interlocuteur qui n'est pas dans l'habitacle, au contraire, si vous arrêtez de lui parler parce qu'il y a une difficulté sur la route, bien, c'est même le contraire qui peut arriver. Il peut vous solliciter davantage en disant qu'est-ce qui se passe, Alors, ce qui fait que finalement, on n'est pas du tout dans la même situation. Puis c'est la raison pour laquelle il faut distinguer ces 2 problématiques-là qui sont importantes. Puis, à ma connaissance, des études sur les conversations avec un passager n'ont jamais démontré des risques de l'ordre de ce qu'on trouve pour le cellulaire au volant. D'accord, c'est bien gentil. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre participation. Je sais qu'il est tard, c'est un mardi soir. Alors, la veille de la Saint-Valentin, merci de vous être déplacés. On prend en note vos commentaires. La commission ajourne ses travaux au mardi 14 février 2018 après les affaires courantes. Bonne soirée.